المسكينة اللي سقطت من العرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, bonsoir, bonne année 2005 à tous. Émission un peu particulière aujourd'hui, en tout cas singulière. Elle s'appelle À l'occasion du rallye. Et à l'occasion de ce rallye, nous allons donc recevoir un créateur du pays traversé. Aujourd'hui, il s'agit de la Mauritanie. Medondo, vous êtes réalisateur mauritanien et vous serez l'invité unique de cette émission écourtée. Medondo, quand on regarde votre... Vous êtes né en 1935. Quand on regarde votre parcours, que ce soit comme comédien, comme homme de théâtre, comme metteur en scène, vous avez monté Yacine par exemple, hein, et comme réalisateur de cinéma, on a l'impression qu'on a affaire à un bloc de résistance et de détermination. Oh, c'est gentil ça, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Je considère qu'un être humain, quel qu'il soit, doit résister, en tout cas, quelle que soit sa conscience. L'important est de ne pas se laisser faire. Au-delà de la thématique de vos films, tout ce que vous dites sur la manière dont se fait le cinéma africain, la manière dont il se produit, la manière dont il est distribué, là où il peut se faire, dans le contexte politique, on a l'impression que le cinéma africain est une usine à gaz. Et que c'est une... pour y arriver, c'est quelque chose qui a à voir avec l'Himalaya. Malheureusement, je dirais que c'est une usine sans gaz. Il n'y a pas de gaz. Et ça, c'est l'Afrique, elle est comme ça, en général, et en particulier l'Afrique de l'Ouest à laquelle j'appartiens. Quand les humains, quand les politiques, quand les gouvernements ne font strictement rien pour un peuple, pour des peuples, que ce soit le cinéma, la santé, etc., etc. Ils ne font rien pour le cinéma, donc le cinéma est une usine sans gaz. Les politiques des deux bords. Les politiques du bord, que moi je pense qui est le premier responsable, c'est par exemple l'État mauritanien, d'abord. Si on refait l'histoire, les causes économiques, politiques de l'État mauritanien, évidemment, ont affaire avec un autre État du passé, disons brutalement, le colonialisme, l'esclavage, le néocolonialisme, qui est toujours vivant, le néocolonialisme. Donc on a une histoire commune entre les deux États, entre les deux gouvernements, la France et la Mauritanie, la France et le Mali, la France et le Sénégal, tous les pays francophones, sont liés par cette histoire-là. Et ça, déjà, on a déjà largement couvert les thèmes de votre cinéma dans tout ce qui vient d'être dit là. Nous avons retrouvé un document, c'est l'émission Zoom du 27 janvier 1966. Vous avez 30 ans à l'époque et vous vous exprimez, puisque vous êtes né en Mauritanie, vous avez fait un détour par le Maroc et vous êtes arrivé en France, vous avez fait des petits métiers comme docker à Marseille, comme Sambène Ousmane par exemple. Et à l'époque, vous avez 30 ans, vous êtes déjà très très militant et vous parlez du racisme. Et vous dites en quelque sorte, en France, il est sournois, je préférais le subir aux États-Unis, au moins aux États-Unis, c'est clair et déclaré. Voici ce que vous disiez en 1966. Oh là là. En Amérique, le problème existe, il est affreux, mais il est franc. Je me considère comme n'importe qui jusqu'au jour où l'on me fout une baffe, et à ce moment-là, je suis surpris. Et j'ai envie d'être en Amérique, parce qu'en Amérique, le problème, il est clair. Je veux dire que si je suis à Harlem, je sais que si un blanc essaye de rentrer chez moi, je lui fous sur la gueule, je m'excuse du mot, mais je suis à égalité. J'ai envie d'être en Amérique à ce moment-là, et pas en France, parce qu'on me donne un coup par derrière. Je ne réalise pas. Aujourd'hui, oui. On est quelques années après, quand même. Là, oui. Par rapport à ces problèmes de néocolonialisme, de racisme, de possibilité de faire des films, est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce que c'est pire? Comment est-ce que vous jugez la situation? Par rapport à ce que j'ai dit, déjà, ouais. J'aurais dû préciser que moi-même, je suis d'une extraction d'esclaves. Je suis un fils d'esclave. Et donc, chez moi, aujourd'hui, l'esclavage perdure. J'aurais dû préciser pour le triptyque, la triangulaire, dire l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, comme cela s'est passé au temps de l'esclavage.
La situation aujourd'hui, je pense qu'elle a empiré. Parce que à l'époque où nous avions bâti 2 festivals essentiellement, qui sont Carthage et Ouagadougou, lorsque les cinéastes travaillaient ensemble, se rencontraient, discutaient de leur avenir, on avait l'espoir que nos États allaient nous aider, ou nos privés allaient nous aider en créant des structures de fabrication des films, ou au pire, un marché dans lequel nos films pourraient circuler. Aujourd'hui, rien de tout ça n'existe. Mais il y a des raisons très précises à cela. Comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, on ne peut pas vouloir que le cinéma ou la culture ou l'audiovisuel marchent très bien quand ni la santé ni l'agriculture ne marchent. C'est-à-dire que le peuple mauritanien, je parle de la Mauritanie, est dans un état de dépouillement de tout et de misère absolue. Il y a des endroits où il y a la disette. On meurt de faim en Mauritanie parfois. Tout ça, on n'en parle pas, on ne le dit pas. Donc ce serait insultant que de vouloir dire je veux faire des films. Et pourtant, on devrait aussi faire des films, même s'il y a des criquets qui ravagent le pays. Ça aide au dire collectif de faire des films. C'est très très important. Le livre, l'image, c'est la santé des peuples. C'est la façon de leur dire, d'exister et de résister. Alors, vous faites des films. Ce que je note quand même au passage, c'est que vous avez dans Un cinéaste rebelle, Medondo, par Ibrahima Signaté, publié chez Présence africaine, vous avez quelques phrases très très dures sur Jean Rouch. Et vous dites que Jean Rouch n'aide pas comment dirais-je, à émanciper l'Afrique, puisque, dites-vous, je suis totalement opposé au cinéma de Jean Rouch. C'est un homme qui, au fond, nous a toujours regardés comme si nous étions des insectes. À partir d'une expression culturelle, il crée un folklore. C'est très dur par rapport à un cinéma qui est respecté ici, de ce côté-ci de la Méditerranée. Je dirais que chacun a sa responsabilité, la responsabilité de ses dires et de ses mots. C'est toujours ce que j'ai pensé. Par contre, il y a d'autres cinéastes français. Il y en a un qui est hollandais, qui s'appelle Joris Ivens, et un autre qui s'appelle René Vautier, dont je ne dirais pas la même chose. Parce que ce sont des gens qui ont fait des films et ils ont regardé l'Africain comme un être humain. Ils ont essayé de le comprendre. Ça s'appelle. Pardon ? C'est de l'empathie. C'est de l'empathie. De l'écoute. Merci, de l'écoute. Donc voilà, mais Jean Rouch, que par ailleurs était un copain, je veux dire, on se tapait sur le ventre, mais je lui disais très franchement, je lui disais, quand tu fais les je ne sais pas quoi et que tu mets du chewing-gum ou je ne sais pas quoi pour que les Africains aient l'air de vouloir sortir d'une transe, ce n'est pas du cinéma vérité. Quand tu coupes dans tes images, en tout cas, ce n'est pas du respect, mais quand tu coupes dans les images, ne me fais pas croire, moi, Africain, que c'est la vérité. Parce qu'il faisait venir des Africains, c'est son droit. Il les faisait réagir devant des monuments français, et comme ils parlaient leur langue, c'était des gens qui n'étaient pas à l'école, comme on dit d'ailleurs à tort que c'est de petits nègres. Alors moi, je dis non, c'est de petits blancs. Parce qu'ils essayent de parler français, ils le parlent mal, c'est du petit blanc. Alors il les fait réagir devant les monuments, et ensuite les gens s'extasient dans les salles en se moquant de ces Africains qui ne possédaient pas la langue française. Et je disais ça, c'est malhonnête. Pour le spectateur français, tu n'as pas le droit de faire ça. Ou alors il faut expliquer ce que sont ces gens-là. Parce qu'ils se moquent de quelqu'un qui n'est pas celui que tu montres. Medondo, vous avez été acteur de théâtre, vous avez joué du Césaire, du Brecht, du Katabiassine, et vous avez même créé votre propre compagnie parce que vous trouviez que finalement il fallait que les Africains prennent en main eux-mêmes leur destin et qu'ils n'étaient pas toujours aidés, ni par leur propre gouvernement, ni par les aides subtiles, diverses et variées, voire censurées, qui vous étaient accordées chez l'ex-colonisateur. On va s'arrêter sur... Vous avez été alors du théâtre, vous avez été aussi acteur de cinéma avec Costa Gavras et John Huston, et vous avez fait des films quand même. Hein. Et je voudrais qu'on regarde un court extrait de West Indies Story, film de Medondo, qui date de... 1981. 81. 79, 80, 81. C'est un extrait du début du film, et on voit comment vous travaillez, quelle est votre méthode, et ce bateau... que vous mettez en scène, qui est en fait installé dans une friche industrielle, en tout cas dans un hangar. Regardez.
bien, là, il y a une technique de cinéma. Il y a un cinéma qui est extrêmement facilement accessible, qui dénonce tout toute l'histoire coloniale, de son origine à son actualité. Et c'est un cinéma qui est peu vu, puisqu'il y a toujours cette difficulté dans la distribution ou ces promesses qu'on ne tient pas. Quelles sont, aujourd'hui, s'il fallait garder de toutes les dénonciations qui ont été les vôtres dans votre travail, quelles sont les choses qui sont les plus importantes aujourd'hui à dénoncer encore et toujours ? Vous savez, quand vous êtes immigré, comme on dit, vous arrivez, comme j'ai été travailleur manuel, et j'ai fait toute la stratification sociale jusqu'à devenir un intellectuel malgré moi, vous vivez avec le peuple français. Et j'ai découvert que ce peuple, dans sa variété, dans ses dimensions, ne connaissait rien de moi, donc de l'Afrique. Et je me disais, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. C'est une de mes préoccupations. Donc c'est l'histoire qui est une de mes préoccupations, c'est l'histoire. Et donc dans West Indies, je voulais montrer à la fois l'évolution de la royauté depuis Louis XIV, l'esclavage, etc., jusqu'à aujourd'hui, cinématographiquement parlant, pour que ma présence ici serve à quelque chose. Enfin, on disait au moins, ah oui, on ne savait pas ça. Et c'est vrai que les peuples, que ce soit ceux d'ici ou ceux de là-bas, sont totalement ignorants de ce qu'ils sont et de ce qu'est l'immigré à côté. Ils ne savent pas d'où vient. Alors, d'ailleurs, maintenant, il y a quelque chose d'horrible que moi, je n'aime pas, c'est black, beurre, des choses que je déteste, parce que... Et blanc, je déteste aussi. Pourquoi on dit blanc? Il est français, il est espagnol, il est... Pourquoi black? Black, c'est un mot américain. Alors, il est mauritanien, il est sénégalais, il est africain, il est arabe, il est berbère. Et vous voyez, ce camouflage-là est dû à une permanence de l'histoire, de mensonges accumulés par les uns et les autres, où les gens ont des difficultés parce que les gens reproduisent ce qu'on leur apprend. Et donc, ces films-là ne passent pas, évidemment. Alors, je renvoie à tout ce que vous avez pu dire, à ce qu'a pu dire Didier Deninx aussi, sur la difficulté que vous avez eue à adapter son roman publié à la série noire chez Gallimard, qui s'appelait Lumière Noire. Oui. Là, c'était les charters de Pasqua, les 101 Maliens, etc. Oui. Et donc, on est bien là dans un pays qui est incapable de regarder sa propre histoire ou de la laisser dire par ceux qui l'observent. Absolument. Ce qu'on a constaté avec Didier, c'est que ce qui était insupportable, apparemment, c'est qu'un Africain se mette avec un Français pour raconter une histoire. On a senti ça, et tout d'un coup, on ne pouvait plus tourner à Roissy. On ne pouvait pas tourner dans les aéroports, dans les hôtels des aéroports. C'est absolument incroyable. C'est une histoire absolument incroyable. Il a fallu que Didier, par hasard, puisqu'on parle de lui, et que c'est un ami, il dîne un soir et qu'il entende une dame à côté qui vient lui dire « Je vous ai entendu, vous êtes censuré en France. C'est inadmissible. Monsieur, je travaille à la présidence. Soyez gentil, écrivez-moi une lettre. » Il a écrit une lettre. Elle l'a donnée au chef de l'État qui est intervenu pour que je puisse tourner 3 jours à l'aéroport. C'était Mitterrand. Et là, je vais très vite. C'était Mitterrand. Et je vais très vite parce que l'histoire est plus absurde que ça. Nouvelle illustration de l'usine à gaz. Et puis, s'il fallait encore une illustration supplémentaire, votre dernier film, Fatima, l'Algérienne de Dakar. Alors là, c'est une autre thématique de votre travail, c'est le panafricanisme. C'est faire que l'Afrique du Nord se mélange à l'Afrique centrale. Or là, vous expliquez aussi que cette parenté ou cette famille est explosée, est éclatée, ne s'écoute pas ou ne s'échange pas. Oui. Le regard des films ou le visionnage des films, on ne voit pas forcément, et c'est parfois dur pour vous d'être présenté à Alger, par exemple. Mais alors, Fatima, l'Algérienne de Dakar, les tirailleurs sénégalais qui font l'ordre en Algérie, l'un d'entre eux viole Fatima, et parce qu'il y a une fratrie ou une fraternité d'islam, Fatima décide, parce que son violeur vient la voir et vient lui dire « Je suis ton frère en islam, épouse-moi » et retourne au Sénégal. Donc là, il y a aussi une fable que vous mettez en scène. Oui, c'est d'après une histoire tout à fait authentique. Oui. C'est une fable, et c'est aussi cette préoccupation, sinon cette obsession de l'histoire. Les peuples ne se connaissent pas. Et il n'y a pas que l'Europe, la France, pour ce qui concerne Médondo francophone et la Mauritanie ou le Sénégal. Il y a aussi l'Afrique et l'Afrique. Par exemple, il y a un mot détestable qui est Afrique blanche, Afrique noire, que moi je trouve détestable. On a le droit de l'employer, mais c'est affreux. Je trouve que c'est Afrique blanche, Afrique noire, et puis elle est bistre, et puis on va trouver je ne sais pas quoi. C'est toujours ce mot black. On se camoufle derrière des espèces de badigeonnage, au lieu de dire, ben non, vous savez, on dit juif, hein, c'est pas la peine de dire israélite, juif.
Nègre, c'est un mot qui n'est pas, c'est pas une insulte. Bien sûr, dès qu'on gratte dans l'histoire, on sait pourquoi ça a été dit comme ça. Donc Fatima est une des propositions, encore une fois, cette fois, qui regarde l'Afrique et l'Afrique, et cette Afrique qui ne regarde que vers le nord. Les uns et les autres, et on sait aussi pourquoi, regardent vers le nord et ne s'adressent pas la parole, en exagérant un peu. Évidemment, maintenant, il y a l'unité africaine et les organisations, il y a tout ça. Dans votre film, vous êtes optimiste quand même, parce que vous montrez qu'il y a quand même le crime initial, qui est un viol, et il y a cette réconciliation. Et ce que vous dites dans votre film, c'est que cette femme peut aimer cet homme, qui a pu être par ailleurs son violeur. Oui. Et donc que l'Afrique noire peut aimer l'Afrique blanche, enfin bon. C'est ça, à partir de beaucoup de courage, parce que ce que je voulais faire aussi, c'était le courage d'une femme dans un contexte très précis. La place de la femme dans l'Afrique. La place de la femme en Afrique, etc. C'est le courage d'une personne qui, à force de lutte et de conscience remplie, peut aller au bout, au moins, de son destin et faire que la vie soit moins bête et moins médiocre. Extrait de Fatima. ما نقدرش. لا بابا اسمحلي، ما نقدرش. شو قاع وش بيك انت؟ سكتي يلزمك تيعي وتعملي اللي نؤمرك بها انا. تحبي تفضحينا ولا واش؟ اذا كنت ترفضي هذا الزواج تخرجي من الدار انت والكعلوش ديالك، فهمتي؟ اختاري وفيسع. شوفي يا بنتي، أنا ما نعمل حتى شيء بلارضك. الشيء اللي تبغيه نديرو. Et puis il y a quand même le vieux qui est le sage, qui accepte que Fatima puisse décider de son sort. Et l'islam n'est pas forcément obligatoire dans toute sa dureté. Tout à fait, oui. Fatima, c'est un film qu'on risque de voir ? La lutte continue. J'essaye de trouver des salles. C'est de plus en plus difficile. Les distributeurs le voient. Et comme de toute façon, la distribution des films, même si la France, parce qu'il faut quand même dire des choses positives, arrive quand même à défendre son cinéma et défendre un cinéma étranger qu'on voit mieux que partout ailleurs en Europe, il y a beaucoup de difficultés pour les petits films artisanaux. Petit film entre guillemets, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a un tel formatage de l'image et des chaînes de télévision et des films, une domination tellement bottée que l'expression un peu particulière, originale, a très peu de place. Medondo, je voudrais conclure avec ce que j'aime bien chez vous aussi. Je parlais d'un bloc de résistance et de volonté. Et puis, il y a un formidable coup de pied de l'âne, parce que, en fait, les 3/4 du temps, les films, vous les produisez avec votre argent parce que vous galérez par ailleurs. Et dans votre usine à gaz personnel, il y a le doublage de films. Donc, vous doublez Sidney Poitier, vous doublez Eddie Murphy, vous doublez Morgan Freeman. Et puis, vous êtes la voix de l'âne dans Shrek. Oui. Et cet argent, vous gagnez comme ça, c'est de l'argent qui permet de mettre un peu de gaz dans la machine. Oui, comme vous avez dit que les cinéastes africains sont des mendiants, ce que je partage encore, moi je suis un cinéaste mendiant qui mendie, mais qui met ses sous dans les films. Mon État, mon gouvernement mendie des sous à l'Europe, mais il les met dans les coffres-forts suisses. C'est une grande différence. Merci Medondo d'avoir été le premier invité à l'occasion du rallye des mots de minuit. Je voulais signaler que l'un de vos confrères publie à l'Épi de Seigle Demain l'Afrique, c'est Abdoulouar. Publie également. Ça a été mon assistant. Ça a été votre assistant. Hein. Donc Génial Général Président, c'est publié chez l'Harmattan. Et du même auteur, chez Archipel Littéraire, Abdoulouar, Le Cri du Muet, c'est aux éditions Moreux. Voilà, je voulais signaler parce que, il a travaillé avec vous et que c'est aussi un créateur mauritanien. C'est la fin de cette émission.
On va se quitter en musique dans une seconde. Je voulais simplement vous dire que comme on est au début du mois de janvier, je voulais vous signaler que habituellement nous avons une collaboration avec le magazine littéraire, que ce mois-ci dans le magazine littéraire, il y a un dossier consacré à la littérature et à l'expérience concentrationnaire. Dossier complet avec un travail d'exégèse sur Adorno, Robert Antelme, Primo Levi, Imre Kertész ou encore Boris Pahor. Voilà pour l'actualité du magazine littéraire de ce mois. Mais Dono, on souhaite bonne route à Fatima. Hein, on croise les doigts. Merci de m'avoir donné la parole. On croise les doigts. On va se quitter en musique, hein, comme habituellement dans cette émission, avec Mare Sanogo. Mare Sanogo est né dans le village de Makono. Alors, c'est près de Bamako, hein, c'est au Mali. Ses talents de musicien lui permettent de faire partie du Ballet National de 66 à 81. Expérience artistique qui l'encourage à venir en France, où il a travaillé avec de nombreux groupes et artistes. Et aujourd'hui, il est considéré comme l'un des maîtres instrumentistes du djembé. On l'écoute dans une musique qui s'appelle Di. Bonsoir, à la semaine prochaine.
أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة